Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission spéciale États-Unis. Comme vous le savez, il y a de cela 10 jours, nous avons sorti notre mag Trump, l'homme à abattre, consacré aux élections présidentielles américaines. Et je suis avec Alexandre de Galzin, qui est reporter chez Frontières et qui s'est rendu directement sur place pendant plus d'un mois. Tu as sillonné les États-Unis et donc dans cette émission, on va revenir sur ton expérience et aborder tout un tas de sujets. La première question que j'ai à te poser, Alexandre, c'est: est-ce qu'avant de partir aux États-Unis, tu avais des a priori par rapport au pays, parce que je crois que c'était ta première fois, même si tu étais déjà venu là-bas pour des raisons personnelles, mais d'un point de vue politique, est-ce que tu avais des idées fixes avant de te rendre là-bas ? On a toujours des a priori sur les États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, forcément, on l'imagine, soit on idéalise ça, soit on peut être même très anti-américain par principe. Moi, j'étais un peu entre les deux. J'étais déjà venu aux États-Unis, effectivement, en famille il y a quelques années, et j'avais vu les grands parcs qui étaient absolument magnifiques, et bon, c'est des souvenirs qui sont assez lointains, mais c'est vrai que il y a une forme aussi de, je pense, de mépris de la part des Européens vers les Américains, parce que les Américains sont certes beaucoup plus puissants, mais ils n'ont pas du tout la finesse de civilisation qu'on peut avoir. On les voit un peu comme des gens un peu obtus, incultes, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de surprises quand même en allant là-bas. Même au niveau politique, justement. Quand je suis parti, j'étais plutôt à me dire Kamala Harris, c'est quand même dans une vraiment bonne dynamique, il y a moyen qu'elle gagne. Trump, ça a l'air difficile pour lui. Et puis en fait, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai rencontré les Américains qui sont des personnes globalement très gentilles, très aimables, très accueillantes. Et puis après, au-delà de ça, oui, c'est vrai que sur la situation politique, j'ai pas vu. En fait, j'ai été surpris notamment par la dimension du free speech là-bas, la liberté d'expression qui est quasiment totale et qui est vraiment phénoménale. Et ça fait que même si le pays se polarise de plus en plus et va de plus en plus entre deux extrêmes qui se confrontent, il y a quand même un côté où tout le monde dialogue. Et même dialogue en criant, mais dialogue, c'est-à-dire que c'est pas comme en France où il suffit de mettre un antifa et un type de droite dans la même pièce et ça va se battre, quoi. Là, en fait, aux États-Unis, il y a quand même vraiment cette prééminence du dialogue, et ça, c'était assez surprenant. Et puis même, voilà, on s'est rendu, pour le faire rapidement, je te pique ton sommaire, mais on s'est rendu à Chicago, on s'est rendu en Floride, après en Pennsylvanie, on est parti aussi au Texas, Nouveau-Mexique, et en Californie. Donc on a pu voir pas mal pas mal d'états, on a vu un bon bout du pays, et oui, dans chaque état j'ai appris de nouvelles choses. Et par exemple en Floride, on en reparlera plus tard je pense, mais en Floride j'ai dû beaucoup parler espagnol parce qu'en fait il y a une très très forte minorité espagnole en Floride, enfin hispanique en Floride, donc voilà, ouais, j'ai appris énormément de choses, beaucoup de découvertes, beaucoup de surprises. C'est vrai que les Français ont tendance à prendre les États-Unis comme un ensemble, mais ils ont tendance à oublier que chaque état est extrêmement différent. C'est comme si en réalité il y avait plusieurs pays dans un seul, comme un peu à l'image de l'Europe. Tu t'es rendu à Chicago en premier lieu, à la Convention nationale des démocrates. Dans les médias français, on a tendance à dire que la radicalité politique chez les militants, on la retrouve presque exclusivement chez les militants républicains. Mais est-ce que tu as retrouvé cette radicalité chez les militants démocrates ? Alors, déjà effectivement, première image de Chicago, c'est celle que vous pouvez voir derrière nous, voilà, un cordon de police. Et s'il était présent ce cordon de police, c'était pas pour rien, c'est parce qu'en fait, effectivement, moi, ce que j'ai pu observer là-bas, c'est que il y avait une extrême gauche qui était réellement très virulente. Et en fait, la seule différence avec l'extrême gauche française, parce que globalement, ils abordent les mêmes thématiques, c'est-à-dire que ça va être les thématiques écologiques, même si c'est bien moins présent qu'en France. Ça va être les thématiques palestiniennes, la thématique progressiste, que là-bas on appelle donc woke. Ça va être des thématiques évidemment ça va être lié à l'avortement, ça peut être lié à effectivement aux droits des transgenres, on appelle ça les minor surgery, donc en fait les transitions de genre pour les enfants, et en gros va y avoir voilà toute cette réflexion sur les minorités. Et en fait la vraie différence avec la France, c'est que là-bas ils ont la liberté d'expression totale, donc en fait je me suis retrouvé à un moment dans une manifestation où en fait il y avait quelqu'un qui tenait une pancarte, Defend Israel, arm Hamas, donc en fait enlever les fonds à Israël et armer le Hamas. Donc je pense qu'on peut difficilement faire plus clair comme programme, et puis au-delà de ça il y avait un autre sujet, c'est-à-dire qu'en fait il disait Long live the Intifada, from the river to the sea, Palestine will be free. Donc en fait tous ces slogans qui sont aussi importés en France aujourd'hui par des personnes comme Rima Hassan ou d'autres personnes qui en fait vont effectivement bien récupérer bien suivre tout ce qui se passe aux États-Unis. Et même s'il y a beaucoup moins de personnes d'origine
d'origine maghrébine ou arabe ou en tout cas du monde arabo-musulman comme on a tendance à le décrire aux États-Unis qu'en Europe, parce que ce sont eux les premiers militants pour la Palestine en général, en fait ils sont quand même présents et ils sont soutenus par toute une partie de l'extrême gauche. Et en fait ce qui est assez intéressant, c'est de voir que chez les démocrates, j'avais discuté avec beaucoup de démocrates qui faisaient la file d'attente pour rentrer dans la Convention nationale des démocrates, donc c'était le moment où on intronisait Kamala Harris, c'était un peu le moment le plus important de la campagne quelque part. Et en fait là-bas, ce que j'ai pu voir, c'est que les démocrates en eux-mêmes que j'ai pu rencontrer ne sont pas si radicaux que ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour la plupart, c'est des gens qui, en fait, on pourrait voir un centriste en France, ce serait globalement la même chose, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas particulièrement radicaux, etc. Quelques exceptions quand même. Une femme qui me disait, alors en tant que lesbienne hispanique. Et femmes, machin, enfin bref, qui a commencé à donner ses pronoms et des choses comme ça. Oui, je soutiens Kamala Harris, mais Kamala Harris, c'est pas le vote de la radicalité non plus. Et puis après, ce qui était surprenant en revanche, c'est effectivement tous ces manifestants, soit pro-Palestine, soit pro-Hamas, mais il y avait aussi des communistes qui étaient présents. Alors je savais pas que ça existait aux États-Unis, il y a première chose que j'ai apprise, mais effectivement il y avait le mouvement communiste américain qui était là. Il y avait des personnes qui en fait étaient effectivement des progressistes radicaux, donc on pourrait qualifier de woke, qui étaient présentes aussi, et des pro-Palestine, pro-Hamas, etc. Et en fait ces gens-là n'étaient pas des démocrates. Ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait les démocrates étaient soumis, c'était leur discours, soumis aux sionistes, certains disaient soumis au lobby juif, et en fait ces gens-là ne soutenaient pas Kamala Harris et voulaient faire pression justement sur le Parti démocrate pour la plupart, en disant en fait oui, il y a une vraie radicalité qu'il faut ajouter à votre politique, Madame Harris, il faut la prendre en compte dans la politique, il faut arrêter d'être encore une fois comme ils disaient, je cite leurs propos, mais soumis au lobby sioniste, soumis au lobby juif, et puis voilà, moi j'ai quand même rencontré quelqu'un qui était dans une de ces manifestations pour vous montrer le niveau de liberté d'expression. La personne qui disait en fait le pays est contrôlé à 90% par les juifs et à 100% par les sionistes. Alors il disait en Europe c'est pareil, machin, enfin, et justement après ça peut mener à une certaine forme de, on pourra en parler plus tard, mais de complotisme, mais voilà. Il y avait toute cette radicalité et ces gens-là soutenaient, pour certains les démocrates, mais en fait composaient la frange radicale des démocrates, et disaient qu'il y avait plein de choses à corriger chez Kamala Harris, etc. Et puis il y en avait d'autres qui disaient en fait je vais sans doute voter pour le Green Party, celui de Jill Stein, donc qui est une candidate mineure aux élections présidentielles américaines, donc qui fera sans doute 1%, mais ce 1% qui pourrait gêner Kamala Harris dans certains états clés, et donc en fait justement voilà, tout l'enjeu de Kamala Harris c'est aussi de devoir composer avec ces radicaux, parce qu'en fait si elle peut perdre en fait les élections entières à quelques dizaines de milliers de voix sur un pays qui doit compter quelque chose comme 250 millions d'électeurs, et en fait elle peut perdre le pays à quelques dizaines de milliers de voix, tout ça parce qu'en fait elle n'a pas réussi dans certains swing states à avoir les électeurs radicaux. Donc en fait non, les démocrates sont pas si radicaux que ça dans l'ensemble, mais en revanche ils subissent une pression de la part des radicaux qui menacent de voter pour un autre parti si jamais effectivement Kamala Harris ne se radicalise pas elle-même. Oui, pour nos auditeurs, il faut comprendre que le Parti démocrate a plusieurs branches en son sein. Au départ, c'était les libéraux, incarnés par exemple par la dynastie Kennedy. Ensuite, on a eu les modérés, autrement appelés les nouveaux démocrates avec Bill Clinton. Et enfin, les progressistes, incarnés notamment par ce que l'on appelle les élus démocrates socialistes, comme Bernie Sanders, AOC, etc. Oui. Et tu as senti justement le fait que petit à petit, le Parti démocrate était gangréné par une partie de cette nouvelle gauche qui est beaucoup plus radicale que ce qu'était auparavant le Parti démocrate. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se dire que la politique américaine, c'est pas exactement le même spectre que la politique française aussi. C'est-à-dire que d'un côté, les démocrates sont plus progressistes quand même que la gauche, une bonne partie de la gauche française d'ailleurs, mais d'un autre côté économiquement ils vont être beaucoup plus libéraux quand même. D'ailleurs en fait le nom donné aux démocrates et à la gauche en général aux États-Unis c'est les liberals, les libéraux, et en fait justement voilà, on se retrouvait face à ça, et le parti effectivement est noyauté par des gens comme Bernie Sanders, comme Alexandra Ocasio-Cortez, AOC, mais aussi il y a je crois, si je ne m'abuse, plusieurs élus qui sont de New York, notamment des quartiers Harlem, le Bronx, etc., ou alors des quartiers dans d'autres villes qui vont être
très très progressiste, ou alors où il va y avoir des minorités extrêmement présentes et très peu de blancs, parce qu'en fait ça se compte comme ça aussi aux États-Unis. Et en fait effectivement il y a cette tendance à la radicalité dans le Parti démocrate. Pour l'instant Kamala Harris essaie quand même d'aller chercher les centristes, donc elle le fait pas, mais elle sait que si elle va trop chercher les centristes, elle perdra l'extrême gauche, et si elle perd l'extrême gauche, elle pourrait aussi perdre d'autres États. Donc c'est des calculs qui sont assez difficiles à faire, et là on voit que Kamala Harris essaie de se droitiser un peu parce qu'elle a répété plusieurs fois qu'elle avait une arme, et d'un autre côté on voit qu'elle essaie de séduire tous les électorats. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire aux États-Unis où Kamala Harris en fait adapte son accent selon l'endroit où elle va. Donc en fait elle essaie de draguer tout le monde, à voir si ce pari-là fonctionnera. À vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. En plus, en politique, c'est une règle importante. Pour finir donc sur la Convention nationale des démocrates, et après on passera au prochain sujet, on sait que dans le discours de Trump, dans sa rhétorique, il y a un aspect messianique qui est très important, notamment depuis qu'il a survécu à sa tentative d'assassinat. Est-ce que tu as retrouvé ce côté messianique et le fait que les militants puissent déifier leur candidat, ou c'est vraiment que chez les républicains parce qu'ils sont plus croyants que les démocrates? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai rencontré des gens comme ça, effectivement, mais pas envers Kamala Harris. C'est-à-dire que durant la Convention nationale des démocrates, il y a eu tous les grands pontes du Parti démocrate qui sont passés à la tribune. Et la personne qui a le plus enthousiasmé tous les gens qui y sont passés, c'est pas du tout Kamala Harris. C'est pas Joe Biden non plus. En fait, c'est Michelle Obama. Et Michelle Obama, elle, pour le coup, elle était quand même réellement vue comme le Messie, parce que les Américains ont évidemment une tendance à l'exagération quelque part les Marseillais, c'est rien à côté. Les sudistes comme toi non plus. Mais plus sérieusement, non. Ce qui est certain, c'est que Michelle Obama. En fait, Kamala Harris, si vous voulez, c'était quand même une personne qui était tout à fait acceptable, qui était bien et que les démocrates vont soutenir à tout prix. Mais c'est pas une personne qui est transcendante de compétences, c'est pas une personne qui est transcendante dans ses discours. Michelle Obama, elle, qui est quand même beaucoup plus charismatique. Donc en fait, il y avait beaucoup plus d'engouement autour de Michelle Obama que de Kamala Harris, mais effectivement Kamala Harris était un peu le second couteau, quoi. C'est-à-dire on n'a plus Biden, donc on prend Harris. Mais beaucoup m'ont confié qu'ils auraient aimé que ce soit Michelle Obama, donc la femme de Barack Obama bien sûr, qui prenne le relais pour cette élection. Ce qui est très intéressant aux États-Unis, c'est que c'est une nation qui s'est construite par rapport à l'opposition avec la royauté anglaise, puisqu'ils ont été en guerre dans le processus de la guerre d'indépendance. Mais par contre, il y a une vraie logique dynastique dans la politique américaine, avec donc la dynastie Kennedy, la dynastie Bush, Obama, et voire même Trump, donc Clinton également. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point ils sont attachés à ces dynasties politiques qui vont continuer à jouer un rôle encore sur des décennies et des décennies. On va partir en Floride, là où il fait chaud, petite pina colada. Voilà. Donc là, il s'agit de Mar-a-Lago, la résidence privée de Donald Trump. On sait que la Floride, c'était un État changeant, donc un swing state qui peut basculer d'une élection à l'autre. Mais depuis quelque temps, c'est devenu un État républicain, un bastion des républicains. Comment tu expliques le fait que la Floride soit aujourd'hui considérée comme un bastion des républicains alors que pendant longtemps, ça n'a pas été le cas? Alors déjà, pour expliquer rapidement à nos auditeurs en quelques mots le principe de swing state, ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que c'est pas une élection directe, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas comme en France où les électeurs votent directement pour leur président. En fait, aux États-Unis, les électeurs vont voter au sein d'un État pour un certain nombre de représentants, de grands électeurs qui eux voteront pour le candidat. Donc en fait, il y a une liste démocrate et une liste républicaine, pour faire simple. Et en fait, donc les électeurs vont voter dans chaque État pour leur candidat, et en fait c'est la liste qui remporte l'État à la majorité, ça peut être 51%, ça peut être 60%, qui remporte l'intégralité des grands électeurs de l'État. Ce qui fait concrètement que il y a certains États qu'on appelle les swing states, donc c'est des États qui peuvent basculer dans un sens ou dans l'autre. On les appelle comme ça parce que généralement c'est des États qui se jouent à très peu. Et en fait qui sont déterminants, notamment la Floride. Alors je sais plus combien il y a de grands électeurs, mais il y en a plus de 20 il me semble, oui. Et 24 si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais la Floride était un État déterminant dans de nombreuses élections par le passé, passant de démocrate à républicain. Et c'est vrai que depuis 2016, la Floride vote républicain à chaque fois.
et a élu un gouverneur républicain, Ron DeSantis, qui est quelqu'un qui est quand même assez conservateur, qui a été un des rivaux de Trump dans sa course à l'élection avant d'abandonner. Mais c'est quand même un État qui désormais se marque de plus en plus à droite. Au-delà de ça, en fait, ce que vous voyez ici derrière moi, c'est donc la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago, où on s'est rendu. On a pu en prendre des photos avec notre téléobjectif qu'on découvrait à ce moment-là, donc c'était aussi une nouvelle expérience technique, on va dire. Mais Mar-a-Lago, ce qui est important, c'est que c'est en Floride, c'est environ 100 km au nord de Miami. Et en fait, c'est l'endroit, c'est une île où il y a énormément de milliardaires et c'est la résidence principale de Donald Trump. Donc c'est là qu'il a passé une bonne partie de ses 4 années à préparer son plan pour essayer de redevenir président à cette élection de 2024. C'était la résidence d'hiver aussi de Donald Trump durant son mandat. Donc c'est un endroit qui est très important. Et en fait, vous avez donc Mar-a-Lago et vous avez aussi, comme je vous disais, Ron DeSantis qui est installé en Floride. Donc en fait, si vous voulez, les 2 plus grands ténors du parti républicain vivent en Floride. Et ça, c'est pas du hasard, c'est parce que la Floride, c'est un État extrêmement important qui, petit à petit, en fait, devient de plus en plus à droite. Et comment ça se marque ? En fait, Ron DeSantis, par exemple, a eu un énorme bras de fer avec l'entreprise Disney qui est installée en Floride et qui avait des avantages fiscaux gigantesques. Et en fait, Disney étant effectivement de plus en plus woke, a été de plus en plus woke pendant un temps. Et donc, en fait, Ron DeSantis qui voulait combattre ce fléau, justement, a eu un bras de fer avec Disney en coupant leurs avantages fiscaux, etc. Et Disney, depuis, a d'ailleurs subi un sacré retour de bâton parce que, en fait, leurs films ont beaucoup moins marché, ceux qui ont essayé d'être plus progressistes, etc. Et globalement, à la direction, on commence à mettre des personnes qui sont un peu moins extrémistes d'extrême gauche. Voilà. Alors la question maintenant, c'était, j'y reviens, comment la Floride est passée à droite. Il y a 2 phénomènes qu'il faut prendre en compte. D'abord, en Floride, ça fait 60 ans qu'il y a une minorité cubaine. Et cette minorité cubaine grandit d'année en année. Ce sont les réfugiés cubains du communisme, du régime communiste cubain, qui en fait s'installent en Floride parce que c'est juste à côté et parce qu'ils savent, c'est bête mais c'est endogène, c'est-à-dire qu'en fait ils savent qu'il y a des Cubains ici, donc ils se disent en fait on va rejoindre la communauté cubaine. Et puis aussi il y a maintenant de plus en plus de Vénézuéliens qui fuient Maduro, qui s'installent également en Floride. Et le fait est que, en fait, tous ces hispaniques, les latinos, comme on dit, votent très peu pour Trump, à 35% au niveau national, mais en Floride, c'est à 50%. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, les Cubains et les Vénézuéliens fuient le communisme. Et en fait, quand ils voient Kamala Harris qui se raccroche au socialisme, en fait, ça leur fait très vite peur. Deuxième point, c'est aussi que ce sont des réfugiés politiques. Et en fait, quand ils voient la dimension qu'a pris l'immigration illégale aux États-Unis, en fait, ça les inquiète beaucoup. Et en fait, ils se disent, en fait, tous ces gens rentrent alors qu'ils viennent de plein de pays qui vont globalement très bien. Et alors que nous, pour le coup, on a vraiment fui la misère. Et quelque part, s'il y avait quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est nous et pas les clandestins qui sont venus eux, illégalement. Et le deuxième phénomène, ça remonte à la crise Covid. La crise Covid, pour résumer simplement, beaucoup d'États, notamment sur la côte Est, donc vers New York, Baltimore, tout ça, ont pris des mesures très restrictives. Donc le lockdown, le confinement, il y avait évidemment en fait, des choses qu'on pouvait retrouver à peu près en France, en général, mais pas en Floride. En Floride, le gouverneur Ron DeSantis, donc qui était compétent là-dessus, qui était autorité sur la question des vaccins, la question du Covid, etc. Ron DeSantis allait dire, en fait, on va mettre très peu de restrictions dues au Covid, très peu. Résultat, en fait, il y a eu énormément d'électeurs qui se sont déplacés d'autres États vers la Floride, et on estime que ces électeurs étaient environ 300 ou 400 000, ce qui est quand même assez important, et étaient à 60% ou 70% des républicains. Et en fait, finalement, ils apportaient quelques centaines de milliers de voix au camp républicain aussi en Floride. Et à côté de ça, il faut dire aussi que globalement, la politique de Ron DeSantis est assez appréciée là-bas. Donc voilà, on a pu constater tout ça, effectivement, boire 1 ou 2 pina coladas. Pour revenir sur une donnée essentielle que tu as mentionnée dans ta réponse, c'est le fait que beaucoup de journalistes français ou même étrangers ont reproché à Donald Trump sa gestion du Covid, disant qu'il ne voulait pas mettre en place des confinements, etc. Il n'y avait pas tellement de politique de Donald Trump sur le Covid. C'est ça, alors que ce n'est pas de la compétence du président des États-Unis, mais des gouverneurs. Il faut bien comprendre que le président américain
n'a pas un pouvoir exécutif à l'image de notre président de la Ve République. Il est très limité. C'est surtout même au niveau des représentations internationales, etc. Mais ce qui compte, ce sont les gouverneurs. Et c'est le cas notamment de la gestion du Covid. Ensuite, après la Floride, vous vous êtes rendu en Pennsylvanie, dont le surnom est l'État clé de voûte. Enfin, c'est la devise de cet État, qui est extrêmement important parce que c'est un État changeant qui dispose de 19 grands électeurs. Est-ce que tu as eu le sentiment, en te rendant là-bas, que la Pennsylvanie était en quelque sorte, on pourrait dire, un État oublié, une Amérique périphérique qui est un petit peu méprisée par les élites de Washington, comme on peut le retrouver d'ailleurs en France, la même logique. Alors justement, j'allais y venir, mais globalement, la Pennsylvanie, chers auditeurs, s'il y a un État qu'il faut suivre durant ces élections, c'est la Pennsylvanie. Pourquoi ? Parce que c'est 19 grands électeurs, c'est le swing state avec le plus de grands électeurs, et c'est celui qui, sans doute, fera basculer l'élection. D'un côté ou de l'autre. C'est impossible de prédire, mais ça reste quand même très probable, et les sondages sont vraiment de l'ordre de 50-50, et ça bouge pas trop en plus depuis quelques semaines, donc c'est l'État qui sera sans doute le plus tendu, et c'est pour ça que Donald Trump s'y rend autant, et que Kamala Harris s'y est aussi rendu à quelques reprises, que Barack Obama s'y est rendu il y a quelques jours. Pour répondre à ta question du coup sur effectivement cette Amérique délaissée par Washington, oubliée, déclassée, 2 éléments. D'abord, faut savoir que la Pennsylvanie, c'est au cœur de ce qu'on appelait autrefois la Steel Belt, donc la ceinture de l'acier, et qui est maintenant la Rust Belt, la ceinture de la rouille. Pourquoi ? Parce que la Pennsylvanie est complètement désindustrialisée. Là, cette photo que vous voyez, c'était un endroit où on était à un meeting de Trump dans la ville de Johnston. Et en fait, c'est une ville, Johnston, où il y avait 60 000 habitants dans les années 60. Maintenant, il n'y a plus que 18 000. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est une ville qui a perdu les 2/3 de sa population à cause de la désindustrialisation. Et en fait, quand on se rend en Pennsylvanie, moi, j'ai eu un peu le sentiment d'être dans un endroit comme, si vous voulez, comme la Lorraine, par exemple, où en fait, effectivement, dans les grandes villes, bon, c'est toujours au centre, à gauche, et puis voilà, mais aux États-Unis comme en France, mais en revanche, dans la campagne, c'est effectivement cette campagne qui est c'est semi-rural, c'est des petites villes de province de quelques milliers, dizaines de milliers d'habitants qui sont un peu à l'écart de tout, qui sont au milieu de grandes forêts et en fait qui sont effectivement déclassées. Et c'est vrai que c'est des comment la Steel Belt est devenue la Rust Belt, pourquoi la Pennsylvanie s'est déclassée ? Bah en fait pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle a été soumise par le gouvernement fédéral à la mondialisation. En fait, c'est la fin du protectionnisme qui les a tués. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des tarifs qui étaient autrefois préférentiels pour ce qui était produit en Pennsylvanie ou à l'intérieur du territoire américain, et ça les a tués. Et deuxième plan, c'est aussi la concurrence intérieure avec d'autres États aussi qui ont été privilégiés par le gouvernement fédéral. Et le résultat, c'est qu'effectivement, la Pennsylvanie aujourd'hui est un État qui est assez délaissé, et les gens qui vivent en Pennsylvanie me parlaient de ces grands monsieur qui vivent dans les grandes villes, qui vivent à Washington, qui vivent à New York, qui vivent à Los Angeles, surtout la Californie d'ailleurs. En fait, la Californie, j'ai l'impression que c'est un peu le Paris des États-Unis quand même, parce que effectivement c'est très riche, c'est très progressiste et très déconnecté justement de cette campagne, de ces petites villes où en fait l'industrie se meurt petit à petit. Et donc oui, il y a un vrai sentiment d'abandon, de délaissement, et en fait la seule personne qui parle à tous ces gens-là, c'est Donald Trump. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que en réalité beaucoup de gens déplore le fait que Donald Trump n'a pas de cohérence politique, etc. Alors que pourtant, dès les années 80, il avait rédigé un article dans lequel il estimait que c'était extrêmement grave le fait qu'on retrouvait sur le marché américain de plus en plus de voitures japonaises et non plus des voitures américaines. Donc, il faut bien comprendre que Donald Trump, même si c'est un homme d'affaires, il est quand même très attaché à une forme de protectionnisme étatique au niveau des grandes industries américaines, et c'est pour ça que, logiquement, c'est le défenseur de cette classe ouvrière. Mais justement, en fait, au-delà même du programme, il y a un aspect que j'ai pu vraiment voir de mes propres yeux. On peut parler du meeting justement qu'on a vu. Alors avant, je pense que j'aurais un petit sujet sur le complotisme à traiter avant de rentrer effectivement directement dans le vif du sujet. Mais pour faire très simple, dans le meeting de Trump, ce que j'ai vu, c'est que Trump, c'est quand même un milliardaire. Donc en fait, quelque part, plus déconnecté, théoriquement, on fait pas. Sauf que ce qui est assez fascinant, c'est que le petit peuple, justement, de Pennsylvanie, les gens qui viennent de classe moyenne, pauvres, et ben en fait, ils adorent Donald Trump parce qu'en fait, ça leur donne
Alors c'est quelque chose qui est difficile à concevoir en tant que Français, et même moi j'avoue que c'est quelque chose qui me viendrait pas à l'esprit, mais ils se disent en fait c'est quelqu'un qui a réussi, même si Trump il vient pas de nulle part, hein, il vient quand même d'une dynastie déjà d'affaires, mais c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui sait gérer l'argent, et c'est quelqu'un qui parle comme eux. Et en fait, c'est vrai que Donald Trump, dans les années 60, 70, 80, c'est déjà quelqu'un qui cassait les codes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui se démarquait des autres entrepreneurs parce que c'était pas justement un quelqu'un comme Rockefeller ou comme Ford ou comme d'autres, en fait, qui étaient des personnes très puissantes, un peu dans leur tour d'ivoire, etc. Trump, ça a toujours été le type un peu brut de décoffrage, qui, en fait, allait parler à l'Amérique populaire avec ses émissions de télévision. Et en fait, c'est devenu un milliardaire populaire, enfin dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup parlé au peuple, et le peuple aime beaucoup l'entendre parler. C'est ça qui est assez fascinant. Et donc en Pennsylvanie, on le voyait beaucoup dans le discours. En fait, c'est fascinant un discours de Donald Trump, parce qu'en fait, il parle pendant plus d'1h30 sans prompteur, sans notes, sans rien. Alors on est très très loin de Kamala Harris qui dit qu'elle n'a pas un prompteur bug au bout de 35 secondes, mais là c'était proprement étonnant. Et en fait, il peut parler de n'importe quoi. Et en fait il n'y a pas de fil dans son discours, mais en fait il peut parler de n'importe quoi, et finalement les gens en fait adorent sa manière de parler, le vocabulaire qu'il emploie, ses mimiques, ils adorent en fait voilà, le personnage de ces séries de télévision, ils adorent tout ça, et en fait ils se disent c'est quelqu'un qui reste, en fait c'est quelqu'un qui est contre l'establishment. C'est quelqu'un qui est pas tout lisse, c'est quelqu'un qui est pas justement tout propre, qui porte des petits costumes tout serrés, tout gentils, etc. Non, Trump c'est une brute, et justement c'est ça qu'ils aiment. Comme tu l'as dit, sa grande force, c'est d'avoir utilisé la télé-réalité comme un vecteur de... Attends, je vais le refaire. Comme tu l'as dit, sa grande force, c'est d'avoir réussi à utiliser la télé-réalité, à la fois avec son émission The Apprentice, mais aussi avec le catch, la WWE. Oui, et justement, ça a dû donner l'impression aux Américains que certes c'était un milliardaire, mais qui était accessible et qui était capable de leur parler. Oui, et qui en fait avait les mêmes passions qu'eux quelque part. Donc en fait c'est quelqu'un qui a quelque part enlevé le côté tour d'ivoire, le côté un peu qui était un peu iconoclaste parmi les milliardaires. Oui, en réalité Donald Trump est un pur produit de la société américaine. Oui. Donc c'est pas étonnant en fait qu'il ait réussi à devenir président. Tu étais justement en meeting pour aller voir Donald Trump, ça a été très compliqué. Est-ce que tu peux revenir sur ces événements ? Alors, je vais vous raconter l'histoire. On arrive dans cette ville de Johnston, donc vers 13h, on va manger, et vers 14h, on se dit, en fait, on va aller à l'endroit où se tient le meeting demain pour voir à quoi ça ressemble, à quoi ressemblent les préparatifs, etc. On est la veille à 14h, le meeting commence le lendemain à 16h30, il y avait déjà 10 personnes en train d'attendre. La veille, 26 heures à l'avance. Déjà, ça c'était quand même surprenant. Il y a une dame qui vient me parler en français parce qu'elle était québéco-américaine, elle venait d'Orlando en Floride, donc c'était à quelques centaines de kilomètres. Et en fait elle était venue très sympathique, très gentille, on discute, et puis au bout d'un moment en fait elle se met à m'expliquer que ces élections pour elle c'est une sorte de guerre spirituelle. Alors moi je lui demande ce qu'elle veut dire par là, est-ce qu'elle est catholique, etc., ou enfin chrétienne, croyante. Oh non, pas tellement. Non, c'est qu'en fait elle dit que Trump c'est une sorte de champion qui luttera contre une secte qui dirige le monde, qui est composée des descendants des Khazars, donc une horde mongole du 7e siècle, voilà, les descendants des Khazars qui sont de faux juifs sionistes qui contrôlent le monde. Et donc en fait elle disait ouais, Trump c'est celui qui va se battre contre ça, etc. Quand même assez surprenant. On rentre à notre Airbnb, puis là il y a un orage mais de l'enfer qui se déclenche, et ce qui se passe c'est qu'au moment de cet orage on reçoit une alerte gouvernementale, on a plus, pour dire de pas sortir, on n'a plus d'électricité, il y a des éclairs qui zèbrent le ciel pendant 3 heures, enfin, c'est vraiment de la belle tempête comme on en voit rarement en France. Et vers 18-19 heures ça se calme, je reviens en ville, et puis là je me dis je vais repasser pour voir si les préparatifs ont quand même avancé, etc. Il y avait plus 10 personnes, il y en avait 15. Et ils étaient tous trempés comme ça, grelottants, en me disant oui, on a attendu sous le préau. Ah bah super, enfin vous voyez le préau, on le voit pas trop ici sur la photo, mais je veux dire c'est pas forcément quelque chose de très impressionnant quoi. Donc en fait ils étaient tous trempés, ils étaient revenus sur leur chaise de camping comme ça, en train d'attendre pour le meeting le lendemain à 16h30. Bref, et donc là je rediscute avec eux, il y a une dame qui vient m'alpaguer et qui me dit être français, oui, la cérémonie des JO, c'est ce qui nous prépare. Alors, je sais pas ce que ça voulait dire, mais dans sa bouche ça avait l'air vraiment terrifiant. Et puis ensuite là elle embraye, elle parlait beaucoup très vite, et elle m'explique que le monde est contrôlé par, citation, les transpédosatanistes.
Ok. Là, on commence à être sur du solide, voilà. Et puis, en fait, elle m'explique que Donald Trump envoie des signes, mais qu'en fait, il faut être capable de les interpréter, que quand il lance telle musique à tel moment, c'est qu'il nous parle, etc. Et puis, elle me dit aussi, vous avez vu Matrix ? Oui, le film ? Non, c'est pas un film, c'est un documentaire. Et là, elle m'explique en fait que Matrix, en fait, on vit dans la matrice et qu'ils ont fait passer ça pour un film alors que c'est un documentaire. Donc, histoire hallucinante. Et moi, j'avoue que sur le moment, encaisser un peu tout ça en 10 minutes, je me dis, c'est un peu solide. Donc, je dis, bon, bah, je vais y aller, merci madame, bonne journée. Et elle me laisse cette phrase qui restera toujours dans ma tête, c'est intéressez-vous aux Illuminati. Et en fait, c'est vrai que quand on rencontre des gens comme ça, c'est un choc parce que c'est des trucs dont on fait des blagues, sur lesquels nous on fait des blagues en France. Et en fait, ça existe vraiment aux États-Unis. Alors, je précise. Moi, le soir même, il y a quelqu'un qui est venu me parler et qui m'a dit, en fait, ce que vous ont dit ces dames, il faut bien savoir qu'elles sont pas du tout représentatives de l'électorat de Trump, c'est juste quelques allumés qui viennent très tôt dans les meetings, qui sont absolument fous et tout ça. Et en fait, effectivement, moi, ce que j'ai constaté le lendemain, c'est que le lendemain, alors je suis arrivé à 7h, il fallait que j'ai une bonne place pour le meeting, donc je suis arrivé à 7h du matin, le meeting était à 16h30, donc finalement, je suis pas si différent d'eux, mais j'ai attendu 9h donc dans la file d'attente parce que comme Donald Trump ne prend pas de journalistes n'accrédite pas de journalistes étrangers, ou c'est très rare, il fallait que je passe avec les visiteurs. Donc quelque part ça montre aussi que la sécurité n'était pas aussi impressionnante que ce que je pensais, parce qu'on n'avait aucune vérification d'identité ni rien, mais ça montre quand même que en fait moi j'ai attendu 9h et j'ai rencontré plein de gens, j'ai eu le temps de discuter avec plein de monde dans la queue parce qu'il y avait plein de musique, donc je pouvais même pas faire autre chose, écouter ma propre musique, lire ou je sais pas quoi. Non, donc j'ai discuté avec des gens pendant 9h et en fait globalement c'est vrai que ce sont les électeurs de Trump sont pas allumés, sont pas très différents. Alors la vraie différence c'est quand même que comme vous pouvez le voir, il y a quand même une forme de culte de la personnalité qui existe là-bas et qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde a des goodies Trump, ça va aller du t-shirt aux chaussettes avec la moumoute qui fait les cheveux de Trump, ça va aller aussi sur des robes Trump, ça va aller sur déjà des vestes, des chemises, des pins, ça va être à peu près tout. Il y a un vrai culte de la personnalité, mais c'est le côté américain. Si on met ça de côté, c'est pas si différent sociologiquement en tout cas des lecteurs qu'on pourrait retrouver en France. Comme je disais, en fait si on enlève tout le côté américain, tout le côté un peu outrancier, ridicule, etc., en fait on a l'impression d'avoir une certaine forme de l'électorat de Marine Le Pen, encore une fois dans une ville de Lorraine un peu si vous voulez, c'est à dire que c'est entouré par la forêt, c'est une petite ville déclassée anciennement industrielle, et en fait les gens qui étaient présents étaient très gentils, classe moyenne, supérieure ou inférieure, ça dépendait, ou tout simplement des gens pauvres qui étaient là aussi, et en fait pour qui voulaient lutter contre une élite qui effectivement les prend pas en compte depuis très longtemps, trop longtemps, qui ont vu leurs conditions de vie se dégrader, qui voient en fait l'immigration illégale, on y reviendra bien sûr, mais exploser, et puis voilà, et en fait c'est des gens qui sont tout simplement qui voient dans Trump la personne qui pourrait changer ça. Alors justement, tu as vu Trump de près. Qu'est-ce que ça fait quand on est un journaliste de voir en personne une personnalité comme ça qui fait la une quotidiennement et qui écrit l'histoire en quelque sorte, qui écrit l'histoire des États-Unis mais aussi une forme d'histoire internationale? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors je sais que tu n'es pas du tout un fanboy de Donald Trump, ou tu n'as pas du tout cette dimension très partisane, mais j'imagine que ça doit faire quand même quelque chose. Oui, non mais c'est sûr que moi j'avoue que à titre personnel j'ai jamais été fan de Trump parce que je suis pas il est trop américain quelque part, et il y a plein de choses, plein de domaines dans lesquels il est outrancier, il est excessif, et en fait c'est une personne, et en fait on le sent vraiment. Moi alors pour donner un peu de contexte, effectivement chers auditeurs, moi j'étais à 15 mètres de lui, dans le 10-15 mètres de lui dans le meeting, donc j'étais très bien placé, et en fait je pouvais le voir de près, ce qui était assez agréable parce que je pouvais voir quelles étaient ses expressions faciales, etc., et c'est quelque chose qui se ressent aussi. C'est-à-dire qu'en fait voir quelqu'un se déplacer, c'est pas pareil de le voir à la télévision qu'en vrai. Et ce qu'on m'a dit, ce que des militants trumpistes m'ont dit, et ce dont j'ai pris conscience, c'est effectivement que c'est une des dernières fois que Donald Trump montera sur scène pour faire un meeting. Parce que en fait à la fin de cette campagne ce sera la dernière fois que il fera la course à la présidence, qu'il gagne ou pas, et que on le reverra peut-être pour des midterms dans 2 ans ou des choses comme ça, mais ce sera plus la même chose. Et en fait effectivement il y a un côté
un peu historique dans le fait de voir Donald Trump être présent. Eric Tegner avait lui assisté à la convention nationale des républicains à Milwaukee au mois de juillet. Alors là c'était encore plus marquant, mais c'est vrai que ça fait quelque chose de se voir en fait peut-être une des personnes les plus connues au monde aujourd'hui de très près. Et puis de voir en fait tout ce qui dégage, et en fait ce qui dégage c'est à la fois quelque chose de il y a des côtés négatifs à Trump, faut pas l'idéaliser. Nous si on a fait ce magazine c'est pas pour dire votez Trump. On n'est pas américain, on n'est pas l'objectif c'est pas d'être ultra partisan et d'être effectivement des fanboys comme tu dis de Trump. Non, l'objectif c'est la couverture d'ailleurs c'est dans ce sens-là, c'est l'homme à abattre. C'est qu'en fait on voulait aller contre aussi tous les mensonges qui étaient proférés par une certaine gauche française qui mais d'ailleurs en France à 80-90% les médias tentent à soutenir Kamala Harris et à critiquer très fortement Donald Trump à gauche comme au centre et comme parfois à droite aussi. Et c'est vrai que Trump a des défauts. Ça se voit et ça se sent quand on est à côté de lui. C'est quelqu'un qui a un air brutal, dur, qui a un ego qui a l'air particulièrement dimensionné. Et puis, d'un autre côté, même dans son programme, voilà, c'est-à-dire que c'est pas du tout, c'est quelqu'un qui est, les auditeurs le seront ou pas, ça c'est une question de point de vue, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement libéral, c'est quelqu'un qui n'a aucune sensibilité écologique, donc c'est un productiviste total, c'est quelqu'un qui est pas si conservateur que ça d'ailleurs, et c'est plus ce qu'on pourrait appeler un réaliste. Un utilitariste et un pragmatique de la politique. Donc il fait clairement pas l'unanimité, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il a ce côté impressionnant, exercice de haute voltige quand même, parler pendant 1h30 devant un public, et il fait ça toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, sans notes, sans prompteur, sans rien, et il déroule. Et en fait, c'est quand même assez impressionnant, et il déclenche, j'ai compris pourquoi il déclenchait une telle ferveur. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui va être drôle, objectivement, il fait de bonnes blagues dans ses meetings. C'est quelqu'un qui va être aussi, ça se voit qu'il a quand même une certaine forme d'intelligence, et que en fait sa brutalité, et encore une fois je dis brutalité, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas ça... son côté un peu bourrin on va dire, et aussi tempéré par une certaine finesse d'esprit, justement ça se passe dans son humour, mais ça se passe aussi dans certaines répliques qu'il peut avoir, dans sa formulation de sa manière de parler. Donc c'était assez, je pense que je m'en souviendrai. C'est vrai que la grande force de cette campagne aussi, c'est le fait que Donald Trump a voulu créer une sorte de caractère un peu épique. C'est le retour du roi, j'ai été jeté de la Maison Blanche et je vais préparer ma vengeance pendant 4 ans à Mar-a-Lago, etc. Il y a vraiment ce côté épique, et je le disais tout à l'heure, un peu messianique, qu'aiment beaucoup les Américains, avec cet esprit de revanche qui est propre d'ailleurs à l'imaginaire collectif américain, très attaché à Hollywood, à tout cet environnement-là. Donc c'est vrai que c'est une campagne qui est beaucoup plus intéressante que celle de 2020 d'ailleurs. Où c'était plus de la rancœur, où c'était plus quelque chose... Trump était plus amer durant cette campagne de 2020. Alors que en plus il subissait le Covid qui l'arrangeait pas, parce qu'évidemment la personne a été malade aussi à un moment. Oui, il a été malade lui-même, c'est vrai. Donc effectivement il y a plein d'éléments, et puis il y a ce sur quoi je pense on va aller ensuite, mais qui est sa tentative d'assassinat là récemment, qui a effectivement rendu ça encore plus héroïque, on va dire. Alors justement, vous êtes rendu à Butler, donc toujours en Pennsylvanie. Donc là, c'est le lieu du meeting. On voit donc là où était placée la scène. Qu'est-ce que tu as ressenti à cet endroit-là? Parce que ce qui est très paradoxal, et c'est ce que tu as dit notamment dans l'article que tu as rédigé dans le mag, c'est le fait que Butler, c'est une ville totalement... quasi inconnu, je crois que c'est là où ils ont inventé la Jeep. C'était la fierté de la ville, c'est que déjà pas première mal. Jeep produite à Butler, mais c'est vrai que c'est pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu le même profil de ville que Johnson. C'est-à-dire que c'est une ville qui avait quelque chose comme 24 ou 25 000 habitants il y a 50 ans, qui en a plus que 13 000. Donc pareil, ville déclassée, Rust Belt, ancienne ville où il y avait de l'industrie, où il y en a plus. Et en fait même j'ai discuté avec de sympathiques barmen quand j'étais là-bas, qui m'expliquait peu ou prou que en fait ils voyaient toujours passer les mêmes personnes, que c'était pas une ville particulièrement enthousiasmante, etc. Mais c'est vrai que il y a eu ce meeting de Donald Trump le 13 juillet dernier, et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui ont basculé. Et oui, justement, donc la tentative d'assassinat sur lui, il a échappé à un basculement de tête extrêmement léger.
Il y a malheureusement eu un mort dans le public aussi, Corey Comperator, donc un pompier d'une 50aine d'années qui a voulu protéger sa famille. À la suite de cet événement, il y a eu beaucoup de théories complotistes des deux côtés, mais aussi étonnamment chez les démocrates, chose qui est plutôt rare parce qu'habituellement on aime juxtaposer le complotisme aux républicains. Mais quelles étaient les idées développées par ces démocrates ? Pour tout vous dire, c'est vrai que le complotisme, c'est quelque chose qui est... c'est un vrai sujet aux États-Unis quand même, mais c'est quelque chose qui est effectivement plus présent objectivement chez les républicains que les démocrates. Et quand je parle de complotisme, faut pas tout ranger dans le complotisme. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, quand les Américains on va entendre énormément, mais vraiment énormément de républicains dire que l'élection de 2020 a été volée, mais en fait, faut pas forcément le prendre au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'en fait, l'élection volée, c'est au sens figuré pour une bonne part d'entre eux, et la question du bourrage d'urnes, etc., ça existe. Alors, je pense pas que l'élection se soit jouée là-dessus, et en fait, dans le fond, beaucoup de gens là-bas ne le pensent pas non plus. Enfin, faut pas exagérer non plus la dimension du complotisme, mais c'est vrai que quand on parle de complotisme aux États-Unis, c'est du vrai de vrai, quoi. C'est pas quand on n'est pas d'accord avec Conspiracy Watch et Rudy Reichstadt et qu'on dit qu'il y a l'immigration, il y a un lien avec la délinquance, où on est de sales complotistes racistes en plus, on parle pas de la même chose aux États-Unis, quoi. Et alors, c'est vrai que chez les démocrates, il y avait cette théorie qui est alors d'un farfelu fantastique, selon laquelle Donald Trump aurait orchestré lui-même sa propre tentative d'assassinat. Alors, quand on voit la scène, on se dit que Donald Trump aurait pris quand même de sacrés risques, parce qu'en fait, au cas où, mes chers auditeurs, vous n'auriez pas la vidéo en tête, mais c'est vraiment, la balle aurait dû arriver ici. Il tourne la tête pour parler, en montrant un graphique sur l'immigration illégale d'ailleurs, et la balle siffle à son oreille. Mais ça se joue à un quart de seconde, et en plus le tireur était pas si bon que ça. Donc ça veut dire que ça aurait complètement pu... en tout cas, sa réputation, c'est qu'il était pas très bon à l'école de tir. Ouais. Mais en tout cas, ça aurait complètement pu rater, même dans cette perspective. Donc c'est vrai que c'est une théorie que j'ai entendue moi-même auprès de démocrates, et qui est quand même effectivement assez hallucinante. Et alors... Pour vous dire, parce que la photo, vous voyez des hangars, alors c'est pas forcément très, très évocateur. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout en bas à gauche de l'image, c'est l'endroit où se tenait la scène avec Donald Trump. Les endroits où il y a les gradins, c'est les endroits où en fait il y a toujours des gradins derrière Trump dans ses discours. Il y en a évidemment la majorité devant lui, mais il y a quand même quelques centaines de personnes qui se situent derrière, dont Corey Comperator, et c'est comme ça qu'il s'est fait tirer dessus. Et en fait, sur les 3 toits que vous voyez ici, il y avait théoriquement des snipers, enfin des tireurs d'élite. Ils étaient présents, il y en avait 2, il me semble. Et en fait, ce qui est passé, c'est que donc Pierre Christin, qui est qui était le caméraman, journaliste, reporter d'images, photographe, qui a pris de magnifiques photos dans tout ce magazine que vous pourrez aller regarder. Voilà, c'est vraiment globalement de très très belles photos. Il y avait aussi des photos au drone qui sont super. Celle-ci en est une qu'on a prise. Et en fait, il est monté, si vous voulez, sur le toit rouge qui est à gauche de l'image. Et en fait, il a regardé dans la direction du bâtiment où s'était positionné le tireur. Et en fait, on voyait très distinctement l'endroit où aurait dû être le tireur. Donc c'est ça qui interroge quand même. C'est-à-dire que ce bâtiment que vous voyez à gauche, donc le bâtiment où était le tireur serait de ce côté-là de l'image, mais on aurait pu voir le tireur. C'est-à-dire qu'en fait, les snipers qui étaient là, c'était pas les snipers, alors le terme exact, c'est les tireurs d'élite. Les tireurs d'élite, exactement, qui étaient présents, et en fait, auraient pu voir le tireur. Et c'est ça qui est quand même très surprenant. Et même, on sait qu'il y a eu beaucoup de cafouillage dans la sécurité, que ce bâtiment-là n'avait pas été vérifié, qu'il y a eu 20 minutes entre les signalements et la première personne qui se rend pour aller voir Thomas Matthew Crooks, donc qui était le tireur. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de flou encore autour de cette affaire. Sur les motivations, on se doute que, parce que c'est quelque chose qui est assez fréquent aux États-Unis, que c'est quelqu'un qui voulait marquer son nom, qui voulait faire quelque chose d'exceptionnel, etc. Mais quelque part, c'est, on va dire, quelqu'un qui était instable psychologiquement, sans doute quelque chose dans ce style-là, mais on peut pas en être sûr non plus. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de flou qui entoure cette affaire, et pour le coup, typiquement, encore une fois, on y allait. Pierre était présent en haut du bâtiment rouge que vous pouvez voir sur la gauche. Il voyait l'endroit où aurait dû être le tireur, et théoriquement, n'importe qui l'aurait remarqué.
Et c'est ça quand même qui reste surprenant. Et typiquement, ça c'est pas du complotisme que de s'interroger là-dessus, parce que effectivement, ça reste assez inexplicable l'incompétence totale des Secret Service sur cette affaire à ce moment-là. Il faut rappeler aussi aux auditeurs une idée extrêmement importante, c'est le fait que le Secret Service, c'est une organisation qui a quand même beaucoup de casseroles et d'échecs derrière elle. C'est une organisation qui manque d'effectifs et de moyens, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez été élu président des États-Unis ou vice-président, eh bien vous êtes protégé à vie. Oui. Donc en fait, il y a un budget qui se restreint petit à petit à chaque fois que donc un nouveau président est élu, et donc c'est une organisation qui a besoin d'une restructuration extrêmement profonde, et surtout qui est très liée à la CIA, au pouvoir interne de Washington, donc qui a beaucoup de failles en quelque sorte. Mais c'est vrai que autour de cette affaire, il y a quand même des zones d'ombre qu'il faudra éclaircir dans les années à venir. Et surtout que on l'a vu ces prochaines semaines. Alors la coïncidence assez impressionnante, mais au moins Frontier ne pourra jamais être accusé là-dessus, c'est que la tentative d'assassinat à Butler, c'est 2 jours avant que Éric Tegner et Pierre se rendent à la Convention nationale des Républicains à Milwaukee, et le lendemain de notre retour en France, donc début septembre, et bien en fait c'est la 2e tentative d'assassinat contre Trump qui a eu lieu. Depuis, il y en a eu encore une et demie en plus, c'est-à-dire qu'il y a une voiture avec plein d'explosifs qui avait été retrouvée. C'est pas vraiment une tentative, on sait pas exactement ce qui en était, etc. Et puis là, il y a quelques jours en Californie, c'était ce week-end je crois, à Coachella, exactement à Coachella, en fait il y a un homme lourdement armé qui se tenait près d'un meeting de Trump qui avait rien à faire là. Donc ça c'est quand même assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il faut se dire que c'est quelque chose qui n'existe pas en France actuellement, et heureusement, mais des tentatives d'assassinat à ce point contre un candidat à la présidentielle, c'est quand même quelque chose d'extrêmement marquant, et qui fédère énormément, notamment chez les républicains, qui se disent en fait c'est l'homme à abattre. Et d'ailleurs pour les plus fidèles de Frontières et les plus observateurs surtout, vous remarquerez que sur la couverture, je vous livre ce petit détail que peu de gens voient. Il y a une balle qui siffle en direction de Donald Trump. Voilà, ça c'est pour le petit détail, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on a titré notre magazine ainsi, l'homme à abattre, parce qu'effectivement il y a des gens qui veulent l'abattre. Ces gens, c'est des gens isolés, on ne sait pas exactement d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, etc., pourquoi ils ont essayé de faire ça. Et d'un autre côté, effectivement, il est à abattre aussi par la presse de gauche. Il faut se dire aussi qu'aux États-Unis, il y a une chaîne qui s'appelle Fox News, qui est très semblable à CNews, mais il y a d'autres chaînes aussi qui sont l'équivalent de CNews, mais à gauche. Il faut se dire qu'aux États-Unis, typiquement, les médias centristes et de gauche sont largement plus partisans que BFM TV ou LCI, malgré tout le partisanisme dont ils peuvent déjà faire preuve. C'est vraiment du bourrage de crâne et de l'opinion, uniquement de l'opinion. En fait, ce bourrage de crâne, il est fait à l'encontre de Donald Trump. Et quelque part, c'est vrai qu'il y a une vraie question, une vraie réflexion sur la violence en politique à l'encontre de Donald Trump, c'est-à-dire que est-ce que les démocrates ont une responsabilité dans les tentatives d'assassinat ? Je dis pas une responsabilité directe bien sûr, mais une responsabilité indirecte en quelque part en brutalisant le débat, en dépeignant Trump comme un nazi, comme un monstre, comme un fou, comme un fasciste, comme un dictateur. Est-ce que c'est pas logique finalement qu'après il y ait des gens qui viennent justement s'en prendre à Donald Trump ? Bien sûr, et tu as soulevé une idée intéressante, et après on passera à l'ultime sujet sur l'immigration, c'est le fait que les républicains sont très attachés à... Alors ensuite, vous avez terminé votre voyage avec le Texas, le Nouveau-Mexique et la Californie pour vous rendre à la frontière mexicaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus, tes ressentis sur place ? Est-ce que tu as vu les fléaux de l'immigration illégale aux États-Unis ? Alors, il y a plusieurs questions à ta question, donc je vais répondre étape par étape. On manque de temps, c'est pour Exactement. Ça. Alors, ce que vous pouvez voir, je suis derrière moi, c'est le mur, enfin les murs pour être plus précis. Le mur que vous voyez qui est sur la droite de l'écran, c'est le mur Bush. C'est un mur qui a été construit il y a une quinzaine d'années et qui, comme vous pouvez le voir, en fait, a des soutiens comme ça parce que il y a même des ouvertures qu'on peut voir là en bas à gauche de l'image, des ouvertures. On voit qu'il est moins haut, qu'il est pas si haut que ça. Et en fait, c'est un mur qui avait été construit donc pour lutter contre l'immigration illégale. Et en fait, il est présent d'une partie du Texas jusqu'à une partie de la Californie, enfin par intermittence, disons. Et ce mur Bush est quand même assez... il fait environ 4 mètres de haut, je pense, quelque chose comme ça. Il est présent sur la majorité du mur. En tout cas, c'est lui qui compose la majorité du mur. Il est assez fragile, ce mur.
il y a des endroits où en fait il a été découpé. En fait, on voyait des plaques de métal qui avaient été posées dessus parce qu'il avait été découpé par les passeurs, par les trafiquants qui en fait en profitent pour faire passer soit de la drogue, soit des humains aux États-Unis, des migrants aux États-Unis. Et puis en fait, ce que vous voyez sur la gauche de cette image, pour ça qu'on l'a choisi, c'est que en fait c'est le mur Trump. Le mur Trump qui, comme vous voyez, en fait dépasse le haut de l'écran sur cette photo. Des gros barreaux de fer entre lesquels c'est impossible de passer, très haut, ça doit faire 8 mètres de haut, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus, où en fait voilà, il n'y a pas de prise, c'est beaucoup plus solide. Et en fait, pour être tout à fait honnête, et ça c'est ce qu'on a vu, on était à la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Texas dans la nuit, la première nuit de notre reportage le long de la frontière, et en fait on voit ça, et on voit qu'effectivement il y a ce mur bouge qui est assez fragile finalement, et le mur Trump qui pour le coup lui est beaucoup plus solide, beaucoup plus imposant, et voilà, en fait on voit que la première puissance mondiale a un mur qui est faillible. Et puis d'un autre côté, donc je vais vous montrer l'image suivante. Hop. Qui, voilà, maintenant, je trouve pour moi que c'est impossible de dire que c'est pas beau une frontière. C'est-à-dire que, quelque part, voir serpenter comme ça un beau mur Trump à travers les collines semi-désertiques de la Californie, c'était quand même quelque chose qui était assez impressionnant. Et donc vous voyez, en fait, voilà, c'est à ça que ça ressemble. C'est-à-dire qu'il y a ce grand mur, et puis il y a une route qui serpente au-dessus et en dessous des collines, et c'est comme ça sur des centaines et des milliers de kilomètres. Le mur ne recouvre pas toute la frontière, c'est-à-dire que le mur en tout, je crois que c'est quelque chose comme 1100 km ou 1400, quelque chose comme ça, j'ai plus exactement le chiffre en tête, pour un total de 3100 km de frontière, la plupart de la frontière étant assurée par le Rio Grande au Texas, qui est un fleuve qui était très fin à l'endroit où on était à El Paso, mais qui peut devenir très très large à d'autres endroits au Texas, et qui effectivement, voilà, quand vous avez un fleuve qui est plus de 100 mètres de large, c'est très difficile de passer, il y a des gardes frontières, etc. Frontière naturelle en quelque sorte. Exactement, c'est une frontière naturelle, alors que les endroits où il n'y a pas de frontière naturelle, vous pouvez voir typiquement ces collines, en fait ils ont installé donc ce mur Trump qui est beaucoup plus solide. Maintenant, pour en venir à tes autres questions, déjà il y a des endroits où il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de frontière naturelle et il n'y a pas de mur. Au point où il y avait des endroits qu'on voyait où il y avait des sentiers qui traversaient la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et alors, chers auditeurs, je suis désolé de vous annoncer que je suis un migrant illégal désormais, parce que je l'avoue, j'ai traversé la frontière entre le Mexique et les États-Unis dans les deux sens, par un simple bond quelque part, c'est-à-dire qu'en fait simplement marcher voilà, et en fait je passé à l'endroit où était théoriquement la frontière. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre question que tu as posée dans ta giga question, qui était sur est-ce que j'ai rencontré des migrants. La réponse est oui, et alors j'aurais deux anecdotes à ce niveau-là. La première fois que j'en ai vu, c'était on était en train de rouler comme ça dans les collines à la frontière avec le Nouveau-Mexique, et puis là je vois un hélicoptère voler assez bas dans le ciel, et alors je dis au fixeur, donc au journaliste Anthony Agüero qui nous a accompagnés pendant ces 10 jours, regarde là sur la colline, il est en train de voler assez bas. Et alors Anthony me répond oui, il est en train de faire ça parce qu'il essaie de soulever de la poussière sur la colline pour en fait repousser les migrants qui sont en train de descendre. Et en fait, on voyait, donc on commence à tracer à 100 km/h en ville pour essayer d'aller à cet endroit-là, et puis on voit des voitures de la Border Patrol, donc la police aux frontières, qui trace à côté de nous, qui nous dépasse, etc. Enfin, il y a une sorte beaucoup d'adrénaline à ce moment-là, et effectivement, quand on arrive sur le lieu en haut duquel tourne l'hélicoptère, on voit 3 migrants qui viennent de se faire menotter. C'est la première fois que j'en ai vu, des clandestins, et ensuite, la deuxième fois que j'en ai vu, eh bien, en fait, c'était en Californie. Donc voilà, on était à 1h30 de la ville de San Diego, qui est, si vous voulez, à l'extrême sud-est des États-Unis. En fait, il y a le Pacifique et puis le Mexique. Donc c'est dans ce petit coin des États-Unis. Et la ville de San Diego, en fait, c'est devenu, ce coin-là est devenu un des principaux points de passage d'immigration aux États-Unis, parce que le Texas a restreint grandement sa politique migratoire, et désormais, c'est par la Californie que beaucoup de migrants passent. Et en fait, alors qu'on roulait sur des routes semblables à celle-ci, un jour, on tombe sur un groupe d'une vingtaine de clandestins qui venaient de traverser la frontière dans la nuit ou en début de matinée.
Alors on leur a parlé à ces clandestins, ils avaient des nationalités un peu atypiques. C'est-à-dire que je m'attendais surtout à voir des Mexicains, logiquement c'est ce qui me passait par la tête, mais en fait pas du tout. Il y avait, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme 5 Jordaniens, 3 Mauritaniens, une Togolaise. Alors notre chance c'est qu'effectivement on a pu rencontrer des gens qui parlaient français, donc c'était encore plus simple pour dialoguer. Il y avait une Péruvienne, 2 Équatoriens et une dizaine de Chinois. Alors allez savoir pourquoi. Et même je vais vous dire, quand on marche dans ces collines là à certains points de passage, et ben en fait ce qu'on peut voir, et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit en fait des passeports par terre, on voit des lettres de recommandation, on voit des papiers d'identité, on voit des permis de conduire, des choses comme ça. Et en fait ça va être c'est assez impressionnant la nationalité, c'est-à-dire qu'il y a des Nigérians, des gens du Sierra Leone, des Népalais, des Indiens, des Chinois, des gens d'Amérique du Sud bien sûr, mais des Brésiliens, enfin. Et en fait il y a énormément de gens qui passent par cette frontière. On a pu discuter avec les clandestins et en fait évidemment donc ils m'ont raconté déjà une chose qui est que la corruption de la police mexicaine, en m'expliquant que en fait il y a un homme qui m'a dit en fait je me baladais comme ça dans les rues de Mexico, il y a quelqu'un qui a vu que j'étais un clandestin, enfin qu'il a compris, et il m'a menacé, il m'a dit si tu me donnes pas 1000 pesos, quelque chose comme ça, je te tabasse et je t'emmène au poste. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'aurais posé quand même au bout d'un moment une question, c'est comment ça s'est passé la traversée cette nuit. Ils me disent c'était très difficile, on a dû marcher dans les collines de nuit, c'était très difficile, etc. Je leur ai fait oui d'accord, mais le mur. Et là, alors j'ai eu cette réponse hallucinante, c'était le mur. Quel mur ? On n'a pas vu le mur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des endroits où la première puissance mondiale, quand même, les États-Unis, c'est 11 ou 13 porte-avions, je sais plus, c'est des centaines de milliers de soldats, c'est quand même une puissance militaire formidable, une puissance économique gigantesque, c'est la puissance économique de l'Europe quasiment, et pourtant, ils sont incapables de protéger leurs frontières. Et d'ailleurs, ça leur joue des tours. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 millions de clandestins qui sont rentrés durant l'année 2023, 7 millions au total sous le mandat de Joe Biden, ce qui en fait 11 millions au total aux États-Unis, 11 millions de clandestins aux États-Unis, uniquement pour les clandestins, je ne parle pas des immigrés, des clandestins. Ça fait presque 10 000 personnes qui rentrent tous les jours. 10 000 personnes par jour, c'est gigantesque. C'est quelque chose comme 7 à 10 fois les chiffres repérables en Europe. Donc peut-être qu'en Europe il y a effectivement beaucoup qu'on ne détecte pas, mais c'est quand même dans un degré largement plus important, alors que la population des États-Unis c'est 200 millions de personnes de moins que l'Europe. Et effectivement leur problème migratoire aux États-Unis est bien plus grave que celui qu'on peut avoir en Europe. C'est ça qui est assez fascinant. Moi je me disais en France, de toute façon on peut difficilement faire pire que chez nous, à part peut-être en Belgique ou dans 2-3 autres coins, mais globalement je vois mal comment on peut faire pire. Mais là aux États-Unis c'était absolument impressionnant, et faut vous dire que j'avais discuté avec un habitant qui habitait pas loin de la frontière, alors plutôt à El Paso pour le coup, et il me disait mais en fait des clandestins moi j'en vois passer tous les jours. Tous les jours, je vois des gens passer sur les collines, dans le coin, etc. Et c'est juste sur le coin où il habitait. C'est sur la colline à côté de laquelle il était. Donc, c'est quand même un phénomène qui est effectivement assez terrifiant. Et moi, il y a aussi une histoire. Je te parlais des passeurs et de la police mexicaine tout à l'heure. Moi, il y a une histoire que j'ai beaucoup racontée depuis mon retour. C'est quelque part l'anecdote de mon reportage et qui était pour le coup assez impressionnante. Premier soir de reportage à San Diego. On roule dans la nuit pendant environ 1h30 et vers 10h30, 11h, on arrive en haut d'une colline sur des routes assez chaotiques. Et en fait, en haut de cette colline, il y a un pylône électrique. En bas de ce pylône électrique, ce qu'on repère assez rapidement, c'est qu'il y a une vingtaine de bouteilles d'eau fraîche. Pourquoi il y a des bouteilles d'eau fraîche ? Parce que les ONG, qui s'entendent avec les passeurs sur le trajet sur lequel vont passer les migrants, déposent du ravitaillement. Et il y a des bouteilles d'eau fraîche, mais il y a aussi d'autres endroits où on a vu de la nourriture, il y a des endroits où il y a des tentes, et il y a d'autres endroits aussi où en fait on a pu trouver par terre des papiers qui disaient, qui étaient émis d'une ONG, c'était écrit en espagnol, en plein de langues différentes, qui disaient comment se comporter face à un garde frontière, que faire une fois que vous arrivez à San Diego, qui contacter comme avocat de l'immigration, où se rendre, quel centre, etc. Quelles sont les règles à respecter aux États-Unis. Les ONG s'entendent avec les passeurs, mais c'est pas tout. En face de nous, sur une colline opposée, il y a 4 phares très puissants qui éclairent, et en fait on comprend que par notre situation géographique, en fait c'est juste de l'autre côté de la frontière, ce sont des gardes frontières mexicains qui éclairent la colline pour voir s'il y a des gens qui passent. Et puis donc sur les 2 collines qui sont de chaque côté,
on voit des petites lumières qui grimpent dans les montagnes, et ça, en fait, ces petites lumières, ce sont des passeurs qui font passer les migrants à travers les collines. Alors, comment on sait ça ? En fait, c'est très simple. Dans ce coin-là, soit vous êtes un garde-frontière, soit vous êtes un passeur, soit vous êtes un migrant, soit vous êtes une ONG. Il n'y a personne d'autre dans ces coins-là. Il n'y a rien à 10-15 km à la ronde, mais rien, pas une habitation, rien. C'est que des collines semi-désertiques. Qui irait se faire une randonnée dans une colline semi-désertique au fin fond de la Californie, dans un coin complètement désert au milieu de la nuit, à un endroit qui est connu pour être un corridor, en plus parce que l'endroit où on était connu pour être un point de passage des migrants. Puis dangereux, un endroit dangereux. Effectivement, et alors un endroit dangereux, j'y viens, et là on voit quelque chose d'assez terrible, on s'éclaire à la lumière bleue pour pas se faire repérer justement, et on voit quelque chose d'assez terrible sur la colline. C'est que on avance et on voit par terre à un endroit des soutiens-gorge, on voit des culottes, des vêtements féminins, et on voit de l'herbe aussi pliée par terre. Et en fait, faut comprendre que cet endroit, c'est un endroit qui est quelque part réservé au viol des migrantes par les passeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ici, les migrantes, une fois qu'elles ont passé la frontière, sont violées par des passeurs. Et quelques jours plus tard, parmi les clandestins que j'ai rencontrés, il y avait effectivement une migrante qui avait subi un viol de la part d'un passeur. Donc, on estime, les estimations, c'est toujours très difficile dans ces cas-là, mais que 30 à 80% des migrants qui passent la frontière sont violés ou subissent une agression sexuelle. C'était atroce. Et vous dites-vous qu'en plus on voit tout ça dans la nuit, justement tous ces soutiens-gorge, etc. On voit aussi des sortes enfin c'est pas des pilules, mais en tout cas des préservatifs anti-viol quelque part qui traînent aussi par terre. Enfin bref, c'est quand même tout ça dans une ambiance extrêmement très sombre. Et puis on est sur une colline, donc forcément comme vous pouvez le voir, ça ressemble un peu à ça dans le fond. C'est des cailloux, des gros rochers ou des buissons un peu semi-désertiques à escalader. Donc on passe rapidement en lumière blanche pour s'éclairer et pour remonter vers le haut de la colline. Et là, d'un coup, toutes les lumières autour de nous s'éteignent. Les petites lumières qui grimpaient dans la montagne, donc des passeurs, et les lumières de la police mexicaine qui étaient juste en face. Pourquoi ? Parce que, alors comme on peut l'imaginer, au vu de la probité inexistante d'une bonne partie de la police aux frontières mexicaines, pas toute bien sûr, mais d'une bonne partie, c'est qu'en fait, ils ont dit, en fait, il y a une lumière en face sur la colline, est-ce que c'est vous ? Non, ok, on éteint tous les feux, on fait stop. Ils sont en contact. En gros. Exactement, ils sont en contact avec les passeurs, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu sur tout notre trajet, c'est la collusion entre la police mexicaine corrompue et les cartels, les gangs, les passeurs. Et alors là, on se dépêche pour remonter en haut de la colline. On se dépêche parce qu'on se dit il faut y aller. C'est quand même des gens dangereux avec qui on rigole pas. Et alors là, comble de l'horreur, coïncidence terrible. J'avais l'impression d'être dans un film. Une meute de coyotes se met à hurler dans la nuit. Alors bon, on arrive quand même sur quelque chose qui ressemble à l'apothéose, quoi. Enfin, c'était franchement. Franchement c'est très impressionnant sur le moment, et effectivement j'avais l'impression d'être dans un film, quoi. Les coyotes, quoi, c'est cerise sur le gâteau en quelque sorte. Exactement. Mais là c'était assez phénoménal. Et donc voilà, on a vécu tout ça et bien d'autres choses encore, donc on peut malheureusement pas traiter parce que on va pas faire non plus 2 heures d'émission. Mais on aura l'occasion de toute façon de revenir sur ça, puisqu'on va faire beaucoup d'émissions américaines. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va refaire des émissions américaines, et Julien, justement c'est toi qui chapeaute un peu tout ça avec Pierre. Des émissions américaines, il y a le magazine aussi. Dans lequel, en fait, c'est bête, hein, mais il y a quelque chose comme 60 ou 80 pages de reportages là-bas, dans tous les états dont on vous a parlé. On voulait faire en fait un peu une rétrospective de tout ça, mais voilà, là, il y a les papiers d'identité dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, tout ça, c'est à retrouver dans le magazine. Et puis après, on va aussi sortir dans les jours ou dans les semaines à venir un reportage vidéo qui sera disponible sur notre application, donc téléchargez-la. Un reportage vidéo sur justement notre reportage, parce qu'on a aussi pris des vidéos là-bas, des images. Donc il y a tout ça, et c'est vrai que c'était un reportage qui était assez intense, on va dire. Mais merci à Alexandre. N'hésitez pas à télécharger l'application sur l'App Store, sur Android depuis peu, parce que maintenant on peut la télécharger sur Android, et on se dit à une prochaine pour une spéciale américaine ou une autre, et c'est tout. On peut conclure sur ça. Acheter le magazine. Et acheter le magazine, c'est le nerf de la guerre. Acheter le magazine. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés, et à une prochaine. Pour le mois à venir,
Frontières a pris la décision de consacrer une couverture approfondie et sans concession à la campagne présidentielle américaine. Pourquoi ? Parce que pour la 3e élection consécutive, les grands médias français vont inévitablement tenter de diaboliser Donald Trump. Face à ce traitement délibérément partisan, nous estimons qu'il est de notre devoir de présenter une couverture objective, sur la base de nos reportages de terrain. C'est ce que nous avons voulu offrir dans ce magazine. Nous le voyons déjà se dessiner. Des analyses simplistes et partiales, des caricatures grossières et des attaques sans fondement seront à nouveau au rendez-vous dans les émissions télévisées, les articles et les éditoriaux. Pour eux, Donald Trump est un épouvantail à agiter, un symbole de tout ce qu'il méprise. Le patriotisme, la défense des intérêts nationaux, le refus de se plier aux dictats progressistes mondialisés. Mais ce que les médias français oublient de rappeler, c'est que Donald Trump est aussi la voix de millions d'Américains qui refusent de se laisser imposer un avenir qu'ils n'ont pas choisi. Chez Frontières, notre objectif est simple, offrir à notre public une couverture complète et factuelle qui ne cède ni à la tentation de la diabolisation facile, ni à celle de la glorification aveugle. Chez Frontières, nous nous attacherons à comprendre les dynamiques profondes qui poussent tant d'Américains à soutenir Trump malgré les tempêtes médiatiques incessantes. Alors oui, nous allons parler de Donald Trump, de ses idées, de son impact, sans filtre ni censure.